Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver ce soir dans Question d'actu. C'est la 4e visite du président de la République Abdelmadjid Tebboune dans un pays arabe après celle effectuée en Arabie Saoudite, en Tunisie et en Égypte, la dernière en janvier 2022. Les relations algéro-qatari connaissent une dynamique qui se traduit par un échange de visites entre les responsables des deux pays. En dehors des perspectives prometteuses de développement de la coopération bilatérale, notamment dans le domaine ou dans les domaines commercial, économique et d'investissement, il y a aussi le renforcement de la coopération et du renforcement de la coordination et l'action commune au service des questions qui intéressent la nation arabe, à leur tête la cause palestinienne. Tout cela se déroule bien sûr dans un contexte de tension mondiale sur le plan géopolitique. Peut-on entrevoir un rapprochement interarabe? Y a-t-il des intérêts géopolitiques qui peuvent unir les pays arabes avec ceux du Maghreb? Faut-il se trouver de nouveaux alliés aujourd'hui pour faire face à tous ces bouleversements qui aussi interagissent dans notre espace et dans lesquels nous nous positionnons en tant qu'acteurs majeurs? Nous tenterons de répondre à tout cela avec nos invités, les relations algéro-qatari vers de nouvelles perspectives. Et pour cela, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir sur ce plateau M. Mohamed Laïchoubi ou M. le ministre Laïchoubi. Bonsoir. Vous êtes membre des grands centres de réflexion, d'analyse et de recherche à l'échelle internationale, membre de l'Académie royale d'Espagne, membre du think tank international, aussi du World Policy Conference, membre du forum Penser l'Europe. Vous étiez enseignant à l'École supérieure des sciences politiques, à l'ENA, à l'Institut diplomatique et des relations internationales. Et bien sûr, vous étiez ministre et ambassadeur. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Nous accueillons avec nous aussi M. Ibrahim Tahroubt. Bonsoir, vous êtes directeur délégué du journal L'Expression que nous avons l'habitude d'accueillir sur nos plateaux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors d'abord, pour commencer cette émission, on va d'abord la contextualiser. Il s'agit de cette visite du président de la République au Qatar. On s'inscrit aujourd'hui dans une nouvelle dynamique pour un nouveau partenariat stratégique avec ce pays, monsieur le ministre? Absolument. Très rapidement, quelques chiffres qui vont éclairer les auditeurs. Le Qatar, c'est la 3e plus grande, plus importante réserve de gaz au monde. C'est le 2e exportateur de gaz. C'est la première place mondiale en termes de PIB par habitant et disons, c'est un mastodonte financier. Et puis, on va le voir tout à l'heure, on en discutera, comme vous le proposez, c'est devenu un acteur stratégique important dans sa région et dans la nôtre. Mais au-delà, et c'est utile, vous l'avez rappelé, je le rappelle aussi, 115 entreprises mixtes algéro-qatari, 74% des investissements étrangers en Algérie. Le gros projet Blara est donc d'1 milliard à Djidjel de sidérurgie, investissement de 2 milliards avec une perspective de production de 5 millions de tonnes, et puis les perspectives en agriculture, en tourisme, etc. Et puis la visite de notre président a ouvert aussi d'autres perspectives, puisqu'il y a des conventions qui ont été signées sur les affaires étrangères, sur l'enseignement supérieur, la justice. Alors l'enseignement supérieur, en rappelant que c'est un système qui a une tradition anglo-saxonne avec du privé, avec une excellence assez intéressante, et bien évidemment le 6e sommet du gaz qu'il abrite, en rappelant que c'est un gros potentiel d'investissement, puisque le fonds souverain qatari, c'est quand même plus de 375 milliards de dollars. On sent que sur le plan économique, financier, investissement, il y a de réelles perspectives avec le Qatar. On a assisté aussi ces 2 dernières années, à un véritable ballet diplomatique entre les deux pays. On sent un regain, une volonté de renforcer ces relations bilatérales. Tout à fait, il y a cette volonté, mais si vous permettez, puisque vous avez contextualisé cette visite du président de la République, donc on va aussi l'historiciser, c'est-à-dire que faire un bref rappel historique sur les relations, sur ce qu'étaient les relations entre l'Algérie et le Qatar. C'était depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. L'Algérie a toujours appuyé l'indépendance du Qatar, qui a accédé à son indépendance en 1971 avec le départ des Britanniques. Donc il y avait ce rapprochement déjà qui date de très longtemps. Et ensuite, l'émir Hamad a toujours été un admirateur des luttes du peuple algérien. Donc il y avait dans le monde arabe l'alliance algéro-qatari et
donc Alger, Doha, Damas, c'était l'axe à l'époque qui faisait en quelque sorte le contrepoids à l'axe, au puissant axe Riyad et Le Caire. Bon, c'était des relations assez denses, assez fortes. Bon, après, il y a eu ce qui s'est passé jusqu'à l'arrivée des révoltes arabes. Bon, on va en parler, peut-être on va aborder. Mais les relations n'étaient pas simples. Ils étaient quand même assez intéressantes entre les deux pays. Et c'est vrai que ces dernières années, il y a un balai diplomatique. Il y a une volonté, en fait, une volonté des deux côtés, surtout du côté du Qatar, de densifier, d'aller de l'avant avec l'Algérie. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, on qualifie la relation d'intéressante, de complexe entre l'Algérie et le Qatar. Il y a eu une évolution dans les relations, il y a eu ce rappel historique dont nous a fait part donc Brahim Tahroubt. Il y a eu ensuite d'autres intérêts qui ont primé, il y a eu le printemps arabe qui est arrivé. Il y a eu quelques divergences de point de vue sur certaines questions internationales, mais au final, aujourd'hui, on sent qu'il y a toujours une volonté de se trouver de nouveaux alliés, de se rapprocher sur des intérêts communs? Alors, vous savez, je pense qu'il est utile et intéressant de rappeler aux auditeurs que la politique d'une manière globale, mais en géopolitique et notamment en relations internationales, il est évident que la gestion n'est pas une gestion basée sur l'émotion. Il est fondamental d'abord, il n'y a pas d'étanchéité entre le déroulement, l'évolution des relations internationales et les politiques nationales. Elles sont totalement dépendantes. Je veux dire, le prix du gaz, son évolution, les comportements des systèmes financiers et des banques, la relation internationale commerciale et autres. Nous sommes tributaires d'une bonne lecture de la relation internationale. Et cette lecture donne quoi? C'est-à-dire, par-delà ce que vous appelez les divergences, mais qui sont en fait des évolutions géostratégiques. Je veux dire, vous pouvez avoir un acteur qui a fait une lecture géostratégique erronée, et puis après qui corrige et qui revient. Et du coup, vous n'avez pas à un moment partagé sa lecture, et puis après, c'est lui qui partage votre point de vue et qui s'aperçoit que finalement, votre vision prospective était intéressante. Et je donne un exemple, je donne des exemples, ce que vous avez évoqué comme les problèmes de divergence. Le Qatar, de façon assez intéressante, j'allais dire presque surprenante, et en géostratégie, il y a des éléments qui peuvent apparaître contradictoires, mais qui en réalité peuvent être complémentaires. Je m'explique. C'est la plus grande base américaine à l'étranger. C'est un pays qui a fait un choix de s'adosser totalement à l'espace occidental. Et il a une population relativement limitée, mais il a un potentiel financier absolument incroyable. Et donc, dans la lecture de ces stratèges, je suppose, sa grande préoccupation, c'est de fructifier son argent et d'avoir une présence et un espace qui lui est bénéfique. Et donc, tout naturellement, il y a 10-15 ans, l'espace d'affaires de business international est extrêmement intéressant. C'est là-bas qu'il va placer son argent. L'économie russe n'était pas potentiellement attractive. Donc c'est tout naturellement qu'il va épouser cet espace. Premier élément. Deuxième élément, c'est des petits pays en termes démographiques, en termes territoriaux, mais et qui sont relativement importants en termes financiers. Et l'intégralité de l'espace arabe et africains sont ce que l'on appelle pour les stratèges des espaces mous. Cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent avoir des potentialités importantes, mais ils n'ont pas de capacité militaire de dissuasion. Et du coup, ils sont dépendants des autres alliances. Alors, vous avez trois voies. Vous avez ceux qui s'alignent. Il faut avoir une vision plus globale de la situation. Vous avez ceux qui s'alignent, vous avez sur un camp ou l'autre, et vous avez ceux qui décident d'être non alignés, d'être équidistants. C'est un rôle qui n'est pas facile. Et donc, vous allez trouver de façon assez intéressante l'acteur pivot qu'il est devenu. Oui. Puisqu'on lui a fait jouer ce rôle. Ils ont des capacités financières parce qu'il peut estimer que l'espace occidental, notamment américain, lui assure une sécurité. Et donc il va financer un certain nombre d'actions dites sécuritaires dans la région en question, de l'Afghanistan aux autres aspects.
Puis après, il va pouvoir tirer des conclusions. Alors, il a une relation assez surprenante avec l'Iran, alors que les autres pays étaient totalement fermés. C'est d'ailleurs un des éléments de divergence majeure avec le Conseil de coopération du Golfe. Il a une présence à Gaza, en Palestine. Il n'a pas normalisé de façon ostentatoire. Et puis, il est présent avec une puissance financière énergétique. Et il a été présent en Syrie. On va revenir, hein, on va développer. Et au Sahel. Et c'est là que l'on va s'apercevoir du fameux rôle géostratégique. Et c'est là qu'on va retrouver un certain nombre de similitudes, même si parfois elles sont différentes et diversantes, avec l'Algérie qui est aussi un acteur géostratégique important dans sa région. Absolument, vu tous les bouleversements qui s'opèrent dans notre espace. Mais avant de développer toute cette question géopolitique et géostratégique, on va d'abord rester sur cette visite donc, qui a eu lieu, qui est toujours en cours, hein, du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, au Qatar. Alors la presse qatari a décrit cette visite qui pour eux revêt une dimension exceptionnelle de par son timing. Il y a aussi un choix de timing dans cette visite. Il y a donc cette conférence sur le gaz. Il y a aussi le sommet arabe qui se prépare chez nous. Les deux parties ont relevé d'ailleurs l'importance de promouvoir l'action arabe commune dans le contexte des préparatifs pour les prochaines échéances et notamment le sommet qui doit être tenu ou qui doit se tenir en Algérie. Tout à fait. Donc il y a ce timing assez particulier. Et d'ailleurs, la visite est empreinte de beaucoup de cordialité. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure que l'émir s'est déplacé lui-même à accueillir le président Abdelmadjid Tebboune à l'aéroport. On dit que sur le plan protocolaire, c'est rare, ça se produit rarement. C'est pour donner cette preuve de cordialité, cette preuve d'amitié. Mais aussi, effectivement, il y a le sommet, d'abord le sommet des chefs d'État du gaz qui intervient dans un contexte explosif avec la crise qui est actuellement en Ukraine. C'est un grand problème mondial. On est au bord il y a un bruit de bottes au niveau de l'Ukraine. Aussi, il y a le sommet arabe auquel l'Algérie y tient, et particulièrement le président Abdelmadjid Tebboune, qui ont fait un objectif, j'allais dire, stratégique pour le déroulement de ce sommet à Alger, et dont la date sera annoncée, je crois, ce mois de mars, avec la réunion des ministres des Affaires étrangères au Caire. Il sera annoncé au Caire. Et donc, c'est une visite capitale, importante, vu les contextes, d'abord, énergétique et le contexte régional par rapport au sommet arabe. Il y a une volonté de rendre l'action arabe commune plus efficace, plus crédible? Oui, tout à l'heure dans les analyses que nous avons fait ensemble, on a dit que l'acteur géopolitique a totalement évolué. Et donc il y a un recul dans la vision. La Syrie revient petit à petit dans le jeu arabe. La lecture du dossier libyen devient totalement différente. La présence au Sahel, avec toutes les grandes recompositions, les grandes compétitions mondiales, font qu'il y a une prise de conscience chez un certain nombre d'acteurs, dont, à mon sens, le Qatar, pour qui a joué avoir un rôle du recul. Dans ces trois pays, bien sûr, faut-il le rappeler. Bien sûr. Et il a montré qu'il avait une capacité de recul, puisque il a une présence à Gaza. Quand beaucoup se désintéressent, quand même ont pris les distances sur le théâtre palestinien, il l'a conservé. Il a une relation relativement intéressante avec l'Iran et il a manifestement changé d'attitude. Tout ça le font se rapprocher de l'Algérie, une diplomatie, je le dis en tant qu'expert, très intelligente, qui est devenue très offensive, qui est devenue avec Abdelmadjid Tebboune, elle est devenue plus mobile, plus offensive, et il y a un désir de s'adapter à une évolution plus agressive, mais surtout à une évolution, elle, agressive, puisqu'il y a un certain nombre de théâtres d'opération assez chauds, et puis il y a des recompositions majeures. Cela veut dire qu'il y a des recompositions au Moyen-Orient. On l'a vu, les Américains ne jouent plus le même rôle, puisqu'il
il se focalise aussi également sur les États-Unis. Israël tente de combler le vide et puis se déploie notamment au Maghreb avec un désir d'aller en Afrique. Il y a le Sahel. Et donc, un certain nombre d'acteurs tirent les conclusions qu'en plus d'une relation bilatérale extrêmement intéressante, on l'a dit, un potentiel des deux côtés, il y a aussi des lectures sur les économies. Hein. Oui, il y a aussi des lectures qui peuvent être relativement partagées. Et donc, l'acteur géopolitique du Moyen-Orient nous intéresse, nous qui cherchons à être présents là-bas aussi, parce que vous avez des acteurs du Moyen-Orient qui sont déplacés, qui sont venus chez nous. Je veux dire, Israël est chez nous. Les autres pays arabes l'ont été assez souvent et le sont de façon plus importante et offensive au Sahel. Et du coup, une lecture intelligente de la diplomatie algérienne et de la vision présidentielle actuelle, c'est d'être présent aussi au Moyen-Orient. Et du coup, cela donne un autre éclairage des futurs enjeux de la réunion de la Ligue arabe. Pour revoir aussi ces mécanismes, hein. On parle souvent de revoir les mécanismes de la Ligue arabe pour la rendre, je le disais comme tout à l'heure, plus crédible et plus efficace, plus efficiente. Et puis surtout, ce qu'on peut noter quand on est, analyste objectif, c'est que l'espace arabe, l'ensemble arabe, commence à être plus réaliste, je veux dire la réelle politique, parce que assez souvent, c'est un espace qui, dans ses relations, a été géré plus ou moins par les slogans, par un certain nombre de mythes de l'Union. Et puis après, les configurations économiques géopolitiques ont fait la différence. Et maintenant, une fois que cette différence est, je veux dire, elle est là et elle est plus ou moins admise, la réelle politique reprend le dessus. Et c'est ce moment-là que nous sommes en train de vivre. Donc le sommet arabe, ça sera certainement d'inventorier quelles sont les compatibilités minimum qui font qu'on peut aller à la prospective, c'est-à-dire le futur, même si le présent n'offre pas l'intégralité de ce que sont nos intérêts, mais ne jamais tourner le dos au futur. Et je pense que c'est les conclusions des différents acteurs. Et puis c'est des espaces géostratégiques majeurs. Je veux dire, quand vous prenez l'espace arabe et africain, allez, je vais dire que c'est l'espace géostratégique le plus important de la planète. C'est là où vous avez tous les détroits. Vous avez Hormuz, vous avez Bab el-Mandeb, vous avez Siran, vous avez la Corne de l'Afrique, vous avez Suez, vous avez Gibraltar, vous avez... C'est 40% du commerce mondial. Les matières premières. Absolument, 40% du commerce, du transport de l'énergie. C'est des énergies renouvelables. L'Afrique, c'est 2 milliards en 2050, 200 millions d'individus. Notre région, c'est 1,2 milliard. Quand en face, l'Europe sera à moins de 400 millions. Cela veut dire que la couche moyenne africaine, avec maintenant la croissance qui se fait globalement autour de 2,5-3 des pays qui sont à 4,5, dénote que l'Afrique va résorber une grosse partie de ses retards. Bien sûr, ça sera aussi un espace marché, un espace de main-d'œuvre, mais aussi un espace qui va évoluer qualitativement. Et là, tous les grands analystes le savent. Ça veut dire que les acteurs géopolitiques importants du Moyen-Orient font cette analyse qui fait que le Sahel, puis le Sahel, c'est des richesses. Il faut essayer de se replacer aujourd'hui, il s'agit de cela ? Absolument. Et ils avaient déjà un désir et ils ont un désir, c'est-à-dire qu'on a connu les grandes puissances classiques. Russie, maintenant Chine, États-Unis, Europe, notamment au Sahel. Mais vous avez l'Inde, vous avez la Turquie, vous avez le Qatar, vous avez les Émirats, vous avez... Et donc, il y a une reconfiguration, bien sûr, à des stades différents, mais je veux dire, c'est un espace de grands changements, de grande recomposition mondiale, et les uns et les autres, soit en tant que sous-traitants d'une autre stratégie majeure, soit pour leur propre compte,
ont intérêt à être ici, tout comme on a intérêt non seulement à être important dans notre région, et c'est ce que nous sommes, mais aussi à être acteurs et influenceurs dans les autres régions. Et c'est ce que fait habilement la diplomatie algérienne, et c'est ce qui explique les déplacements du président, et ce qui explique l'enjeu de la Ligue arabe, du sommet. Alors les relations, on l'a compris, entre l'Algérie et le Qatar, en tout cas, convergent sur le plan géoéconomique, qui ont des intérêts sur le plan des investissements. Le Qatar voit peut-être en Algérie un marché attractif, important, qui offre de nombreuses opportunités. Donc finalement, ces relations, ces approfondissements sur le plan économique, c'est aussi une tentation d'aboutir à un approfondissement des relations sur le plan politique. Tout à fait, c'est une évidence même, c'est-à-dire que les pays, pas uniquement l'Algérie et le Qatar, mais les pays arabes dans leur intégralité, gagneraient à plus d'intégration, pourraient surmonter leurs différends politiques par plus de coopération économique et sociale. Surtout qu'il y a une telle diversité dans tout le monde arabe, une région en proie à une désintégration, à des conflictualités incroyables. Donc la coopération économique, plus de coopération économique, de coopération sociale, aiderait à surmonter les différents politiques qui existent entre ces pays. Bien sûr, entre l'Algérie et le Qatar, c'est, comme l'a dit Monsieur le ministre, il y a déjà l'investissement, un gros investissement sur la sidérurgie, le complexe de Bellara. Mais bon, on espère qu'il va y en avoir encore d'autres investissements. Les relations politiques, effectivement, ont toujours évolué en dents de scie. Mais bon, c'est comme a dit Monsieur le ministre, c'est comme ça. Les relations internationales, ce n'est pas figé, ça évolue, il y a toujours de l'évolution. On peut schématiser un peu ces relations entre l'Algérie et le Qatar. C'est comme un peu, si vous permettez, c'est comme un électrocardiogramme. Alors, un électrocardiogramme plat veut dire que le cœur est mort. Mais là, on a des pics, des systoles et des diastoles, ça évolue, et ça veut dire que le cœur des relations entre les deux pays bat toujours. Bien vu pour la comparaison. Alors la région, comme vous le disiez depuis tout à l'heure, vit une difficile période de changement qui a ouvert la porte à toutes les éventualités, à nous de nous y préparer aujourd'hui. Alors quelles sont les compatibilités aujourd'hui avec l'Algérie ? Alors, de façon assez opportune et même intéressante, mon ami a évoqué un peu le rythme, l'électrocardiogramme qui retraduit un certain nombre de rythmes. Alors, on va tenter de lui donner une illustration sur le plan géopolitique. Alors, sur le plan géopolitique, le Qatar et un certain nombre de pays avaient misé sur la chute de la Syrie. C'est-à-dire qu'il y avait, alors on va prendre de façon pédagogique, à dessein, cet exemple pour démontrer quel est l'axe de stratégie majeur et quel est l'axe de stratégie régionale de l'acteur sous-traitant. L'axe de stratégie majeur, c'est qu'un certain nombre de pays occidentaux, à leur tête les États-Unis, estimaient que du point de vue de vision sécuritaire, du point de vue de la protection de leur industrie, de leur potentiel économique, garantir un peu leurs ressources énergétiques et autres, et surtout aussi l'espace commercial. Et du coup, ils ont estimé que la Méditerranée devrait être quasiment un lac occidental, avec le dessin caché ou ouvert pour les spécialistes, c'est de fermer la Méditerranée à la Chine et à la Russie. Pourquoi ? Nous évoluons sur le plan géopolitique, c'est-à-dire si vous avez une première et une deuxième guerre mondiale où les grands pays peuvent se faire la guerre, maintenant c'est extrêmement difficile compte tenu du potentiel nucléaire. C'est un anéantissement, si vous le permettez, des deux parties. Et donc la guerre va se faire de façon indirecte par les sanctions, par les mesures, par empêcher l'économie, la retarder, par l'informatique, par le numérique, et évidemment par barrières tarifaires. Bien sûr, et par l'accès à l'énergie, au transport. Et donc, maîtriser la Méditerranée dans sa totalité est une action majeure qui obligerait les Russes, notamment, et les Chinois, à venir, j'allais dire, sous l'aile américaine, à venir à être en position de faiblesse. Les Russes l'ont tellement bien compris
qu'ils ont réagi de façon extrêmement importante, même si le grand public ne le sait pas, mais ils ont déplacé à l'époque sur le conflit syrien une partie de leur arsenal nucléaire, puisque vous avez un porte-avions nucléaire. Ça, l'opinion occidentale et la presse, le média occidental ne l'a pas mis en évidence, mais vous avez des sous-marins nucléaires, vous avez le porte-avions qui s'est déplacé vers Tartous et vers la Syrie, et vous avez dans les discussions majeures. C'est la première fois que vous retrouvez les armées russes et américaines en face l'une de l'autre, volant avec leur potentiel militaire, notamment l'aviation, dans le même espace, sont croisés. Je veux dire que la lecture n'a pas été faite de façon précise et détaillée, mais le conflit syrien a été un tournant majeur. Et du coup, alors, la Syrie n'est pas tombée sous l'angle que nous évoquons, c'est-à-dire permettre, parce que c'était l'un des derniers pays qui permettait de fermer la Méditerranée. Alors, ça c'est la stratégie majeure. La stratégie complémentaire, un certain nombre de pays du Golfe, leur lecture est considérée que la montée de l'Iran était une menace pour eux. Et comme la Syrie et l'Iran étaient assez proches, et évidemment derrière la Syrie, il y a la Russie et il y a la Chine, il fallait absolument faire tomber la Syrie. Ça veut dire qu'il y avait deux actions complémentaires. L'une majeure, conduite, comme je viens de l'expliquer, par les États-Unis sur la Syrie, et un intérêt commun d'un autre angle, conduit par un certain nombre de pays, une lecture, y compris le Qatar. Mais la conclusion, c'est que le théâtre syrien a tout faussé. Ça veut dire que la Syrie n'est pas tombée, que la Russie s'est imposée comme une puissance planétaire et méditerranéenne, et évidemment, ces acteurs tirent les conclusions. Cela veut dire qu'ils ont tiré la conclusion qu'il y a un tournant. Même Israël a tiré les conclusions qu'il y a un tournant, c'est-à-dire qu'on a introduit la Russie dans un espace où elle a été en recul durant 20 ou 30 ans, elle était quasiment absente du Moyen-Orient. Et ça, au-delà du côté émotionnel de l'explication, il n'y a pas de côté émotionnel. Là, il y a une lecture de géopolitique, et c'est ce qui fait que les acteurs changent. Et du coup, ils s'aperçoivent que la lecture tranchée de l'allié occidental est nuancée. Maintenant, il y a d'autres grandes puissances qui sont là, qui s'imposent, qu'est la Russie, qu'est la Chine, et des évolutions. Et donc, ils n'insultent pas l'avenir. La position algérienne, équidistante, plus intelligente, un peu plus réservée tout en étant offensive, que soit dans un premier temps au Moyen-Orient et maintenant un peu plus offensive. Alors justement, la position algérienne, sur quoi peut-elle peser aujourd'hui? Quelles sont nos cartes? On a peut-être sur ce poids énergétique sur lequel on peut agir. On a le poids, vous parliez tout à l'heure, financier, mais plus militaire, peut-être dans la région. Nous sommes quand même un acteur majeur dans la région aujourd'hui. Tout se déroule à nos portes. Vous parlez d'une complémentarité aujourd'hui entre le Moyen-Orient, les pays arabes, donc le Maghreb et le Sahel. Donc l'Algérie aujourd'hui joue un acteur majeur. Oui, elle est un acteur majeur, mais d'abord, comme disait Monsieur le ministre, c'est que si on ramenait tous ces mouvements, toute cette agitation, entre guillemets, au niveau international et régional, si on ramenait ça à l'Algérie, d'abord, c'est que dans le cas syrien, dans le cas libyen, dans le cas yéménite, de la crise du Yémen, c'est que l'Algérie a toujours... le temps a toujours donné raison à la position algérienne qui est une position à équidistance des parties en conflit. Et le pic des relations, ou si vous voulez, le différent des relations entre l'Algérie et le Qatar a été justement ces dossiers. En Syrie, été en Libye, oui. Au Yémen. C'est que l'Algérie, la position algérienne n'était pas dirigée contre un pays ou un tel autre pays. C'est un dogme, c'est une position de principe depuis la naissance de la diplomatie algérienne, c'est de ne pas s'ingérer dans les affaires internes des autres pays et d'essayer à chaque fois de rapprocher, comme dernièrement le président de la République a dit que nous ne sommes pas un pays qui jette de l'huile sur le feu. Oui. Nous essayons toujours de rassembler les parties en conflit. Donc, dans toutes ces parties en conflit qui opposaient justement l'Algérie au Qatar, c'était parce que l'Algérie tenait à sa position.
quand il y avait la crise du Yémen, je ne sais pas si vous vous rappelez, le ministre de la Défense saoudien et qatari se sont déplacés à Alger, demandant à Alger d'intégrer la coalition contre le Yémen, ce que l'Algérie a refusé. Et en 2016, quand le Qatar a été isolé, l'Algérie a pris exactement la même position. D'ailleurs, le commentaire de la position des autorités qataries ont dit que la position algérienne est honorable. Donc voilà, c'est tant mieux s'ils reviennent à la raison, s'ils reviennent au bon sentiment. Ensuite, vous me posez la question... l'Algérie, quel est son rôle? Bien sûr, dans la région, l'Algérie, c'est un acteur majeur pour différentes raisons. D'abord, c'est une puissance militaire dans la région. Il a une expérience dans la lutte contre le terrorisme. C'est un pays qui se situe, comme on l'a dit, qui a une position de principe claire, nette et précise, une position géostratégique, qui essaie de rassembler et qui a participé à créer plusieurs rassemblements et qui est là. Il est incontournable dans la région. Est-ce qu'on ne sent pas, avec tout ce que vous racontez, Monsieur Laïchoubi, un peu ce qui s'est passé pendant la guerre froide aujourd'hui? Pourquoi ne pas réactiver des éléments comme les non-alignés? Alors, vous avez absolument raison. Au-delà du dogme, l'Algérie combattante a compris avec intelligence et a su lire l'espace international. Comment bénéficier d'une relation avec tel acteur, comment plaider sa cause de façon assez importante, assez intéressante. Et surtout, elle a compris un élément que d'autres acteurs n'ont pas compris, c'est qu'il ne servait absolument à rien de s'aligner aveuglément parce que l'impact et le risque est majeur. Je veux dire les impacts négatifs. Et on a des exemples d'un certain nombre de pays qui sont alignés et qui après ont fait les frais de repositionnement des pays majeurs. Alors, quel est le potentiel de l'Algérie ? Avant de l'évoquer avec précision, ce que donc je me propose de vous dire, je voudrais très rapidement faire un tout petit retour en arrière, que les gens comprennent quelles sont les grandes compétitions majeures et quels sont les enjeux. Vous avez une planète, tout comme les années 40 et 30 et la Première et la Seconde Guerre mondiale, où les systèmes, les empires coloniaux se sont effondrés. Et n'oubliez pas que vous aviez une économie de type colonial avec une hiérarchie. Absolument. Toute cette économie de type colonial s'est effondrée, est partie. Et vous avez une nouvelle économie qui a été modernisée par les Américains et les États-Unis, avec une nouvelle vision du point de vue financier, avec des instruments d'une capacité technologique majeure. Et nous sommes entrés dans un autre monde. Et les Américains, à l'époque, avaient intervenu pour contrecarrer l'offensive franco-britannique et israélienne en Égypte, sur le Suez, parce qu'ils avaient une autre lecture. Ils estimaient que ces anciens espaces étaient des espaces qui avaient une lecture coloniale et que maintenant, ils sont entrés dans une autre ère. Nous vivons exactement la même situation, je m'explique. Vous avez, pour donner 2 ou 3 chiffres, ne pas asséner aux auditeurs trop de chiffres, prenez un des acteurs qui émerge. Bon, la Russie réémerge en tant que puissance militaire. Mais prenez l'acteur qu'est la Chine. 2 chiffres ou 3. L'excédent commercial en 2021, l'excédent commercial, le surplus, équivaut à l'intégralité du PIB de la Pologne, qui est pratiquement le 21e pays à l'échelon mondial. L'intégralité des ventes de la Chine, ce qu'elle vend aux autres pays du monde, c'est supérieur ou l'équivalent de l'intégralité du PIB britannique, qui est la 5e puissance économique mondiale. Cela veut dire que la configuration de la planète a totalement changé du point de vue économique, du point de vue militaire. Et donc, il y a une nouvelle reconfiguration. Et durant cette période transitoire, va s'opérer des redistributions de cartes et un autre monde est en train d'être façonné. Et alors, il y a les acteurs majeurs qui recherchent une position dans les espaces, on l'a évoqué tout à l'heure en Méditerranée, on va revenir au Sahel qui est un élément majeur. Donc ces enjeux-là, les grands acteurs, mais les autres acteurs aussi,
tire des conclusions. Il voit l'émergence de la Chine. Oui. Il voit le théâtre syrien, libyen et sahélien n'a pas donné les résultats qu'il désire. Et donc, il tire des conclusions. Maintenant, revenons, et ça sera plus facile à lire, le rôle de l'Algérie au Sahel. Les gens l'oublient. D'abord, évidemment, c'est un grand territoire, qu'il a des richesses absolument insoupçonnées, qu'il a une évolution assez intéressante, stable, parce que des infrastructures, il est le premier en termes de développement social et humain. Pourquoi je dis ça ? Sur le plan politique, si vous entraînez avec vous la majorité de votre population et si vous avez un marché intérieur puissant, tous les grands analystes maintenant mondiaux disent que vous avez une capacité d'évolution plus importante. Ça veut dire qu'il y a des pays qui ne travaillent qu'avec une minorité, qui bénéficient du développement et la majorité est totalement laissée pour compte. Donc, ils ne peuvent pas construire une économie moderne. Cela veut dire que l'Algérie a cette capacité. Ça, c'est le premier élément. Le Sahel est un enjeu énergétique, minier, absolument fantastique et incroyable. Prenez que le plateau du Taoudéni, qui est partagé par la Mauritanie, par le Mali et par l'Algérie. Plus le plateau qui est partagé avec le Tchad. On dit que c'est un véritable Eldorado. Il y a sur le lithium au Mali, le Mali va devenir sur le lithium un des premiers mondiaux, il est le 3e sur l'or. Cela veut dire qu'il y a un ensemble de richesses minières insoupçonnées, mais qui font partie de toutes les grandes évolutions technologiques. Et c'est un hub énergétique majeur. Cela veut dire si vous additionnez les capacités fossiles énergétiques du Nigeria, de la Libye, du Soudan, de la Guinée, c'est l'avenir du Sénégal, de la Mauritanie, de l'Algérie. Vous vous apercevez que sur les énergies fossiles, il n'est pas négligeable. Et les richesses fossiles de l'Afrique et de cette partie-là, hormis l'Angola et autres, permettent un arbitrage sur les accès. Ça veut dire plus de 15% des demandes américaines se situent en Afrique. Ajoutez les richesses minières et l'enjeu pour la Chine et les autres. On comprend l'étendue des enjeux, ce qui fait que cette région est devenue... Un autre aspect non négligeable, c'est l'évolution démographique. Oui. Pour que vous ayez une idée, le nord de la Méditerranée, les années 50, les populations européennes, donc du nord de la Méditerranée, les populations riveraines, étaient le double des populations du sud en termes de nombre. Maintenant, ça s'est totalement inversé. Les populations du sud de la rive Méditerranée deviennent le double. Cela veut dire que quand vous avez un poids d'1,2 milliard, avec une population européenne qui va être réduite à moins de 400 millions, avec une croissance qui est en train de s'opérer entre 2,5 et 4,5%, avec une couche moyenne en Afrique maintenant qui est de 300 millions et qui sera demain de plus de 500 millions, c'est-à-dire supérieur au nombre de l'Europe. Le vieillissement de l'Europe, le vieillissement de la Chine va faire que du point de vue stratégique, notamment la main-d'œuvre et tous les regards se tourneront vers l'Afrique et le Sahel. Du Sahel va devenir un élément. Alors, pour avoir une lecture, parce que c'est difficile de comprendre le futur si on n'est pas habitué à l'analyse prospective. Prenez hélas, le nombre de médecins. Ça veut dire que la France les accepte. Cela veut dire qu'elle a un déficit sur l'encadrement santé. Elle a eu un déficit qui a été dénoncé. Et ça veut dire qu'elle demande à un des pays africains majeurs qu'est l'Algérie, qui est cette région. Donc, ça vous donne une lecture des enjeux. Et cet enjeu, j'allais dire, c'est un des enjeux les plus forts de la planète. Pourquoi ? Parce que on se nourrit assez souvent des anciennes lectures de propagande, de voir de façon dérisoire le Maghreb et l'Afrique. De la même façon qu'on jugeait la Chine les années 40-50, souvenez-vous, la Chine c'était un pays pauvre, un pays négligeable. Regardez maintenant, je ne dis pas que mais l'Afrique a un potentiel d'évolution que les acteurs non africains savent mieux que beaucoup de nous-mêmes. Et ça, c'est important.
Alors justement, on va peut-être revenir sur ce nouvel ordre mondial qui est en train de se dessiner. On doit aussi voir aujourd'hui ou comprendre de l'importance que l'Algérie se renforce sa position sur le plan diplomatique, à chercher de nouvelles alliances, de nouveaux alliés. Il s'agit, comme vous le disiez tout à l'heure, de se positionner et ne pas se laisser pour pouvoir accuser les contre-coups. Oui. Il y a un nouvel ordre mondial qui se dessine aujourd'hui, comme l'a expliqué Monsieur le ministre Laïchoubi. L'Afrique est au centre de tous les intérêts. Exactement, il est au centre de tous les intérêts et l'Afrique du Nord l'est davantage, parce que c'est l'Afrique du Nord. Et la diplomatie algérienne, effectivement, moi je le dis souvent que il faut capitaliser ce qu'on a gagné comme bataille, entre guillemets, diplomatique. La position algérienne dans des moments très difficiles, prenons l'exemple de la crise en Libye ou de la crise en Syrie, l'Algérie a subi d'énormes pressions pour prendre position, pour se détacher de son principe. Mais elle a quand même gardé ses positions courageuses. Sur le plan diplomatique, rentabiliser cette victoire diplomatique est importante pour nous. Et aussi, c'est tant mieux si nous arrivons maintenant à rallier d'autres pays, dont le Qatar actuellement, pour rester dans cette évolution de nouvel ordre mondial. Nous pouvons en tirer beaucoup de profit. Je cite un exemple, peut-être simple, mais qui peut nous renseigner sur l'importance des enjeux. C'est qu'actuellement, il y a le problème du gaz qui se pose au monde. Et il y a aussi la construction du gazoduc du Nigeria qui va alimenter l'Europe en passant par l'Algérie. Et le Niger, trois pays sont concernés. Le contexte actuel va jouer un rôle de catalyser la situation qui semble un petit peu, qui avance un peu plus lentement, mais c'est une opportunité pour accélérer les choses, parce que le gazoduc qui vient du Niger... et qui a des capacités presque illimitées, donc énormes. Oui, de très grandes capacités, mais aussi des retombées économiques incroyables. Voilà, donc nous pouvons tirer beaucoup de profit de cette évolution mondiale. On peut peser de tout notre poids sur ce plan, sur le plan énergétique. De par notre position sur le plan, nos positions diplomatiques, notre position stratégique, notre expertise sécuritaire et notre expérience dans la région. Pour revenir au Qatar, c'est là qu'il peut être notre allié, c'est sur ce poids énergétique, sur ce secteur-là, dans ce domaine-là? Oui, alors on l'a dit tout à l'heure, donc ce rôle du Qatar, pas uniquement, mais si vous permettez, uniquement revenir sur un élément extrêmement intéressant. Il y a en ce moment, même si le commun peut ne pas le deviner parce qu'ils ne sont pas des professionnels de l'analyse politique, mais il est fondamental, les stratèges tirent les conclusions. Je prends des stratèges européens, notamment français, et les autres tirent des conclusions. Une diplomatie qui a été agressive vis-à-vis de l'Algérie, son objectif, c'était de tenter de casser l'axe Pretoria-Abuja-Alger, c'est-à-dire l'Afrique du Sud, Nigeria et l'Algérie. Au-delà de la lecture émotive qui n'a pas son sens ici, c'est trois pays qui ont une capacité financière relativement intéressante. Et donc, ils peuvent gérer un ensemble régional et être un élément d'un montage financier majeur pour le développement. Ça veut dire que le hub pétrolier et énergétique qu'on évoquait tout à l'heure, les richesses minières qu'on évoquait, la capacité démographique, la capacité en énergie renouvelable, si vous avez un axe majeur de trois pays qui ont une lecture relativement complémentaire, vous pouvez avoir un ensemble géostratégique important et un acteur à eux trois important. Au même moment où les acteurs qui étaient là, notamment par exemple la diplomatie française, qui à mon sens n'a pas eu une capacité de lecture intéressante, qui n'a pas su se redéployer, qui n'a pas su tirer un certain nombre de conclusions, ils ont, avec un certain nombre de pays, prôné un peu la hiérarchie des pays, c'est-à-dire je suis le suzerain et vous êtes le vassal. Et donc, quand vous regardez les analystes français eux-mêmes mettent en évidence le fait que les opinions
pas uniquement la gouvernance, les opinions de l'Afrique, l'ancienne Afrique occidentale dite française et actuellement l'Afrique de l'Ouest, est en défiance totale vis-à-vis de la présence d'une des puissances européennes qui est la France. Et ceux qui ont une lecture géostratégique, souvenez-vous, puisque Macron s'était déplacé à Rabat pour dire que c'était un duo qui allait à l'assaut de l'Afrique avec une capacité d'investissement. Les choses se sont inversées totalement. C'est-à-dire que l'Algérie qui avait une lecture, la lecture du non-alignement est une lecture encore plus profonde. Oui. Que dit l'Algérie dans sa philosophie, qui est partagée par bon nombre? C'est aux pays concernés d'avoir la maîtrise d'une grosse partie de leur destin. Ça veut dire de tenter institutionnellement, économiquement et autres, d'avoir un minimum d'autonomie. Et donc, cette lecture, vous la retrouvez dans le NEPAD, oui. Le programme de développement infrastructurel. Vous allez la retrouver dans les alliances militaires, puisqu'on a estimé que notamment au Sahel, qu'il appartenait au noyau central que sont les pays africains concernés. C'est-à-dire que vous avez une lecture d'autonomie où il faut totalement s'appuyer sur les pays concernés et puis développer avec eux un partenariat. À côté, vous avez une autre lecture qui dit « moi je m'appuie sur le plus fort », sur le plus grand, et puis je vais ramasser, excusez-moi l'expression triviale, des miettes. Sauf que quand vous avez une inversion géostratégique comme elle est en train de se dérouler, votre stratégie est totalement mise en échec. Oui. Et du coup, l'Algérie se retrouve au cœur de l'inversion économique. Ça veut dire qu'elle est un des acteurs majeurs de la possibilité de recomposition. Alors, rapidement, s'il vous plaît, on arrive un peu au terme de l'émission. Voilà, les Russes, les Chinois ont tiré cette conclusion, et les acteurs du Moyen-Orient, notamment le Qatar, aussi a tiré, puisque lui est présent dans cette région. Et donc, il constate le rôle de l'Algérie, et il constate une évolution géostratégique qui est en train de se faire. Oui. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre. Le rapprochement avec l'Égypte, le rôle de l'Algérie sur le litige potentiel entre l'Éthiopie et l'Égypte. Donc, tout ce rôle fédérateur, comme vous l'avez évoqué, ce rôle de médiateur, ce rôle de vision de paix et de nouveaux partenariats, de nouvelles relations mondiales, pourrait rapporter gros à l'Algérie. Les acteurs évoluent eux-mêmes et comprennent nettement mieux la position. Bon, c'est pas totalement acquis. Oui, hein. Bien sûr, c'est une vision aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde. Pour revenir un peu, pour finaliser sur le thème d'aujourd'hui, c'était les relations algéro-qatari vers de nouvelles perspectives. On peut prétendre à ce qu'il y ait un renforcement des relations sur le plan économique notamment. Est-ce qu'il y ait plus d'intérêt pour des investissements ici chez nous et un partage d'expérience? Oui, c'est tout l'intérêt qu'il y a derrière. Juste une petite parenthèse rapidement. On n'a pas évoqué notre diaspora. Absolument. C'est très important. C'est une passerelle importante. Une diaspora dynamique, respectée, qui dans les... Alors, chef d'État l'a rencontré justement, qui lui demande à ce qu'il y ait une certaine synergie, coordination. Des médecins, des pilotes. Donc, c'est une diaspora très dynamique. Pour revenir à... Non, vous pouvez compter sur la question. Juste qu'aujourd'hui, on leur demande de mettre aussi leur savoir-faire, leur savoir au service du pays. Tout à fait. Donc, pour revenir aux relations avec le Qatar... Comment tirer profit, au mieux. Comment tirer profit. Il y a toujours une manière de tirer profit des relations politiques par le biais des rapports économiques et sociaux, comme on l'a évoqué. Mais dans les relations politiques, l'intérêt a toujours conditionné les rapports entre les États. Quand un gouvernement noue des alliances, conclut des solidarités, ou la conclut des alliances, noue des solidarités, prend des engagements, il le prend souvent pour l'intérêt des citoyens pour lesquels il a la charge. Bien sûr, pour ne pas paraître cynique, il enrobe ses engagements, ses actions dans des considérations idéalistes, il invoque les grands principes, il parle du devoir d'amitié, parfois même souvent, je parle sous le magistère d'un expert des relations internationales, parfois sans en croire un mot, mais ainsi va le monde. Dans les États, il y a des intérêts et pas d'amitié. C'est ça. Souvent. Le dernier mot vous reviendra. Absolument. Le potentiel, vous l'avez évoqué à juste titre, le potentiel de coopération était immense, il était énorme.
On a dit quelle est la capacité, l'attractivité de l'espace algéro-sahélien. Il est extrêmement important. Et puis, les deux acteurs sont complémentaires. Je veux dire, je parie énormément sur la coopération. Pour les Qataris comme acteurs, ils ont intérêt à diversifier leur vision de l'investissement. L'espace occidental, on l'a évoqué tout à l'heure, est en recomposition. Donc, ils ont intérêt à diversifier et dans l'espace asiatique Chine et dans l'espace et plus dans l'espace sahélien. Pourquoi? Parce que c'est un espace qui est totalement complémentaire. Alors la diaspora, la couche moyenne, qu'elle soit à l'échelon national ou qu'elle soit à l'extérieur, va devenir de plus en plus un élément important. Parce que quand vous avez une diplomatie qui a choisi d'être offensive, agressive, vous avez besoin de vos intellectuels, vous avez besoin de vos hommes d'affaires, vous avez besoin, bien évidemment, cette diaspora qui est composée d'un certain nombre. Et donc, vos fers de lance et votre présence internationale dans toutes ces vitrines, c'est eux. Ne pas oublier que, au contraire de l'intégralité des autres, le Qatar a su être une présence médiatique attractive. Oui, regardez sa façon de s'implanter, notamment en France, elle a réussi à s'imposer. Cela veut dire qu'ils peuvent tirer des enseignements de notre position, comme on l'a expliqué, comme on peut tirer des enseignements de leur position. Mais surtout, la conclusion, c'est qu'il y a une diplomatie plus offensive, et qui est déjà intelligente, mais plus offensive, plus agressive, déjà à l'échelon mondial. Avec les conflits, on a intérêt à être nettement plus dynamique et plus mobile, d'où les sorties importantes, réitérées du président de la République. Merci d'avoir participé à ce débat, messieurs, de nous avoir éclairé sur cette visite qu'a effectuée le chef de l'État Abdelmadjid Tebboune au Qatar, qu'il effectue toujours d'ailleurs. Il doit participer demain à ce sommet sur le gaz. Merci de nous avoir prêté attention. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir. Votre émission Ma famille, ma vie est de retour pour une nouvelle saison. Rendez-vous chaque mercredi à 18h sur Canal Algérie. Ma famille, ma vie, présenté par Mounia Huitis, c'est mercredi à 18h sur Canal Algérie. Madame, Monsieur, bonjour, merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, entame aujourd'hui une visite officielle de 2 jours au Koweït. Une visite qui vise à renforcer les relations bilatérales et à consolider les liens de fraternité entre les deux peuples. Forum des pays exportateurs du gaz, début des travaux du sommet des chefs d'État et de gouvernement à Doha avec la participation du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a mis en exergue le rôle positif de l'Algérie en tant que membre fondateur de ce forum dans l'organisation des pays exportateurs de gaz. On parlera dans cette édition du recrutement dans le cadre du pré-emploi dans la wilaya de Tizi Ouzou où plus de 200 employés ont été titularisés. Il sera également question de tri de déchets ménagers à Sidi Bel Abbès où le centre d'enfouissement technique de la wilaya traite quotidiennement 300 tonnes de déchets. La situation ne cesse de s'aggraver dans les territoires sahraouis occupés, notamment après l'assassinat du citoyen sahraoui Lahbib Greichi à Dakhla. Et face à cette énième répression marocaine, des ONG internationales ne cessent de tirer la sonnette d'alarme et d'alerter l'opinion publique internationale sur les crimes odieux commis par le régime expansionniste marocain.
Et à la veille de la célébration de la journée nationale de la Casbah d'Alger, on vous fait visiter ce matin l'atelier de Saïd, maître Dinandier, l'un des plus anciens de la Casbah d'Alger depuis plus de 40 ans. Il travaille le cuivre, martèle les pièces, entaille les motifs et s'efforce surtout de sauvegarder le métier. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, entame aujourd'hui une visite officielle de 2 jours au Koweït, une visite qui vise à renforcer les relations bilatérales et à consolider les liens de fraternité entre les deux peuples frères. Début ce mardi au Qatar des travaux du 6e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs du gaz, avec la participation du président de la République, Abdelmajid Tebboune, placé sous le patronage du Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, l'émir de l'État du Qatar. Ce sommet se tient sous le thème gaz naturel façonner l'avenir énergétique. Au début des travaux de la réunion, les chefs d'État et de gouvernement devraient adopter l'agenda de la réunion ainsi que l'ordre du jour avant de prononcer leur discours. L'événement sera sanctionné par une déclaration finale commune appelée la déclaration de Doha, le sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du Forum des pays exportateurs de gaz offre aux dirigeants l'occasion d'interagir, d'échanger leurs expériences, points de vue, informations et de se concerter sur des questions liées au gaz telles que le développer les récentes tendances politiques. Lors de ce sommet, le président de la République a mis en exergue le rôle positif de l'Algérie en tant que membre fondateur de ce forum dans l'organisation des pays exportateurs de gaz. Écoutez. اسمحوا لي أولا أن أوجه إلى سمو الأمير تميم بن حامد الثاني أمير دولة قطر وإلى الشعب القطري الشقيق من خلاله أحر تحياتي وتشكراتي الأخوية على حفاوة الاستقبال الذي حظيت به والوفد المرافق لي منذ وصولنا إلى هذا البلد الطيب. نجتمع اليوم في الدوحة بعدما يقرب من 10 سنوات من انعقاد قمتنا الأولى، في وقت بلغ فيه منتدانا مستوى ملحوظ من النضج والمصداقية بعد 20 سنة فقط من إنشائه. لطالما أبرزت الجزائر بصفتها عضو مؤسس الدور الهام الذي يلعبه الغاز كعامل تنمية مستدامة، مثل ما تم التأكيد عليه منذ إعلان الدوحة الأول في عام 2011. وقد تأكد هذا الدور الإيجابي للغاز الطبيعي خلال الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19، حيث اعتمد العالم على هذا المصدر لتأمين احتياجاته الطاقوية. تنعقد هذه القمة إذن في ظرف تميزه العديد من تحديات: تحدي الصحة العالمي، تحدي الوصول إلى الطاقة، وكذلك التنمية المستدامة، وهو ظرف يمكن فيه لمنظمتنا أن تلعب دورا هاما في مواجهة هذه التحديات. Le président de la République a en outre appelé à mobiliser plus d'acteurs à travers l'adhésion de nouveaux producteurs au Forum des pays exportateurs de gaz, et ce, afin de relever les défis énergétiques actuels et futurs. Écoutez. إن قدرتنا كمجتمع دولي من منتجين ومستهلكين وهيئات تنظيم على مواجهة هذه التحديات معا تتوقف على الخيارات التي ستتخذ اليوم. إن منتدى الدول المصدرة للغاز اليوم منظمة حكومية دولية معترف بها وقادرة على جلب الانتباه للأولويات الآتية: أولاً، حشد المزيد من الفاعلين المقتنعين بأهمية الغاز الطبيعي
لرفع التحديات الحالية والمستقبلية من خلال انضمام دول جديدة مصدرة ومنتجة للغاز الطبيعي لتعزيز أدوارها والحفاظ على مصالحها. الحفاظ على مصالحها من خلال الحوار مع الدول المستهلكة التي اعتمدت الغاز كمحرك مهم وأساسي لتقدم اقتصادها. ثانياً، البحث المشترك عن أفضل الطرق والوسائل لضمان مكانة للغاز الطبيعي في الأنظمة الطاقوية وتثمين قيمته في الأسواق الدولية. فمن ناحية يعتبر الغاز طبيعي طاقة للحاضر والمستقبل، طاقة نظيفة مرنة يمكن الوصول إليها، وهي أيضاً طاقة مفضلة لحماية البيئة بمعية الطاقات المتجددة. ومن ناحية أخرى يحتل الغاز الطبيعي مكانة متميزة في العلاقات الاقتصادية الدولية، فبلداننا تمتلك احتياطات هامة من الغاز الطبيعي وتؤمن نصيباً كبيراً من إنتاج الغاز والمبادلات الغازية، غير أنها هذه الطاقة تعتبر طاقة غير متجددة ويتطلب تطويرها استثمارات ضخمة. ثالثاً، لا بد من إيجاد حلول تكنولوجية فعالة ومبتكرة لتحسين جودة الغاز الطبيعي كطاقة نظيفة لضمان وفرتها وقدرتها التنافسية في الأنظمة الطاقوية. ولهذا الغرض يمكن لمنتدانا في الوقت الراهن استغلال معهد أبحاث الغاز المتواجد بالجزائر لرفع هذا التحدي. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé que l'Algérie est leader dans le développement et la valorisation du gaz naturel et d'ajouter que notre pays constitue un exportateur de gaz fiable. Écoutez. لقد كانت الجزائر رائدا في تطوير وتثمين الغاز الطبيعي، كما أن إنشاء أول وحدة تسييل ومحطة لتصدير الغاز المميع في العالم وتسليم أول شحنة تجارية من الغاز الطبيعي المسال إلى محطات تستوقفنا لتشهد بأن الجزائر كانت منذ ذلك الحين في طليعة التقدم المحرز في هذه الصناعة. ويعترف كذلك لبلدي كونه منذ أكثر من نصف قرن موزع ومزود موثوق فيه للغاز الطبيعي، ولا يزال مصمما على البقاء كذلك. في الجزائر اليوم تقترب نسبة الربط بالكهرباء للمواطنين تقترب من 100% بالتقريب، وأكثر من 65% من الأسر الجزائرية موصولة بشبكة الغاز الطبيعي حتى في أعلى قمام الجبل. طموحنا هو الاستمرار في تطوير مواردنا الهائلة من الغاز الطبيعي قصد تحقيق الأفضل لشعبنا بالطريقة المثلى وبروح يطبعها التعاون والشراكة، مع السهر على الحفاظ على البيئة. Le chef de l'État a réitéré l'engagement de l'Algérie à soutenir les intérêts communs, appelant à ce que ce forum soit plus présent et plus efficient. Écoutez le chef de l'État. تعتبر الجزائر أن منتدانا هذا في المشهد الطاقوي اليوم له قدرة للعب دور أكثر فعالية في ترقية استخدامات الغاز الطبيعي وإقامة حوار بناء ومثمر بين مختلف الفاعلين في أسواق الغاز.
وتبقى الجزائر بتأييدها للحوار والتبادل ملتزمة بتعزيز مصالحنا المشتركة، وهي تدعو منتدانا إلى أن يصبح فاعلا أكثر حضورا وحركية في كافة المسائل المتعلقة بالغاز الطبيعي، خصوصا في مجال ترقية التعاون بين بلداننا في هذا المجال. وأخيرا أتمنى وسيكون من دواعي سروري استقبالكم بالجزائر بمناسبة انعقادنا للقمة المقبلة إن شاء الله. La visite d'État entamée samedi par le président de la République, Abdelmajid Tebboune, au Qatar, à l'invitation de l'émir Cheikh Tamim Ben Hamed El Thani, a été sanctionnée lundi par une déclaration conjointe, une déclaration qui est revenue sur les entretiens bilatéraux élargis ayant porté sur les relations entre les deux pays frères, et au cours desquels ils ont examiné les moyens de les renforcer et de les développer dans tous les domaines. Le président Tebboune a exprimé sa gratitude à son frère Cheikh Tamim Ben Hamed El Thani pour le soutien apporté par l'État du Qatar au candidat de l'Algérie qui a été élu secrétaire général du Forum des pays exportateurs de gaz. Les deux parties ont passé en revue les développements de la situation sur la scène internationale et ses répercussions sur la région arabe, insistant sur l'impératif d'élargir des relations internationales équilibrées régies par la Charte des Nations Unies. Les deux dirigeants ont convenu de soutenir et de renforcer les cadres et mécanismes de l'action arabe commune dans la perspective des prochaines échéances, notamment le sommet arabe prévu en Algérie. Son Altesse l'émir Cheikh Tamim Ben Hamed El Thani a salué les efforts de son frère, le président Tebboune, et son attachement à assurer un climat favorable à la réussite de ce sommet, mettant en avant la disposition de l'État du Qatar à soutenir ces démarches louables et contribuer à la concrétisation des résultats escomptés, notamment dans le contexte des défis communs auxquels font face les pays arabes à tous les niveaux. Concernant la question centrale de la nation arabe, les deux dirigeants ont mis l'accent sur l'importance de réaliser l'unité nationale palestinienne et de la démarche lancée par l'Algérie pour parachever les efforts louables consentis par plusieurs pays arabes, particulièrement l'État du Qatar, pour réaliser le progrès escompté vers cet objectif suprême. Les deux parties ont abordé les principales crises menaçant la paix et la sécurité dans la région arabe et affirmé la convergence des positions des deux pays sur la nécessité de cristalliser des solutions pacifiques qui répondent aux aspirations des peuples concernés et mettent leur pays à l'abri des risques d'ingérence étrangère. Ils ont évoqué également la crise de la pandémie du coronavirus et la nécessité d'encourager les pays arabes à asseoir les fondements de la sécurité sanitaire et à assurer l'autosuffisance dans ce domaine. Au terme de la visite, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a exprimé ses remerciements et sa considération à son Altesse, Cheikh Tamim Ben Hamed El Thani, pour l'accueil chaleureux et hospitalité dont il a été entouré lui-même et la délégation l'accompagnant au cours de leur séjour dans leur deuxième pays, l'État du Qatar. Le président de la République a invité son Altesse l'émir à effectuer une visite en Algérie. L'invitation a été acceptée, la date devant être fixée par voie diplomatique. À Tizi Ouzou, 79% des jeunes ayant bénéficié de contrats de pré-emploi ont été titularisés dans divers secteurs et administrations publiques de la wilaya. Cette semaine, pas moins de 257 attestations de titularisation ont été remises. Melika Blel. Agents administratifs à la direction de la culture de la wilaya de Tizi Ouzou, Katia et Houssine ont aujourd'hui un emploi stable après plusieurs années en pré-emploi dans différents secteurs. J'espère être à la hauteur. J'espère être à la hauteur. Être en pré-emploi et avoir un emploi fixe, c'est deux choses différentes. On est plus responsable et on fournit plus d'efforts. Pendant 2 ans, donc... J'étais en pré-emploi pendant 2 ans. Maintenant, j'occupe un poste stable.
C'est un poste de travail stable. Comme Katia et Houssine, ils sont nombreux à bénéficier d'une opération d'intégration et d'insertion des jeunes diplômés. خدمة déjà des pré-emploi dans le secteur de l'éducation pendant 3 ans. Alhamdoulilah, j'ai eu de la chance d'acquérir une expérience quand même. Et maintenant, alhamdoulilah, je suis intégrée au niveau de la direction de la jeunesse et des sports. J'ai déjà travaillé pendant 3 ans en pré-emploi dans le secteur de l'éducation et même dans d'autres secteurs. Maintenant, je travaille ici à la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya de Tizi Ouzou. L'opération d'intégration répartie sur 3 phases a concerné 1067 bénéficiaires ayant cumulé plus de 8 ans d'expérience, 1143 ayant entre 3 et 8 ans d'expérience, ainsi que 2652 autres bénéficiaires. 3660 jeunes sur un total de 4709 ont bénéficié d'une opération d'intégration, soit un taux qui dépasse les 77%. Une cérémonie de remise d'attestation, d'insertion et de permanisation au profit de 257 jeunes inscrits au pré-emploi a été organisée par la direction de l'emploi de la wilaya de Tizi Ouzou. Le centre d'enfouissement technique de Sidi Bel Abbès traite quotidiennement 300 tonnes de déchets. Ce centre vient d'être doté de nouveaux aménagements qui devront lui permettre d'augmenter le taux de récupération de déchets de 15 à 70%. Nisrine Ben Saïdi nous en parle. Traiter encore plus de déchets en un temps record, un objectif que s'est fixé le centre d'enfouissement technique de Sidi Bel Abbès. Ce CET traite quotidiennement 300 tonnes de déchets. Grâce aux nouveaux aménagements installés récemment, le taux de récupération est passé de 15 à 70% entre déchets humides et secs. On récupère la fraction humide اللي هي tout ce qui est matière organique نردوها compost ونسترجعوا la fraction sèche باش نروحوا la valorisation معناها la fraction اللي غادي تروح l'enfouissement بالك تهود النسبة تاعها إلى 15 ولا 10% وهذا هو الهدف. Même si l'opération de tri se fait au niveau de ce centre, la collecte sélective des ordures ménagères depuis la source reste nécessaire pour un gain de temps. Grâce aux idées novatrices de ce jeune inventeur, l'opération de collecte sera désormais plus facile et plus rapide. J'ai créé cette machine intelligente qui nous permet de recycler les déchets plus rapidement et plus facilement. On n'a qu'à mettre les déchets dans ce réceptacle et ils seront automatiquement triés selon leur catégorie. Des idées novatrices qui permettront de faciliter les opérations de recyclage et les encourager pour le développement d'une économie verte. Une vaste campagne de nettoiement a été lancée lundi pour le grand projet urbain d'Oran, pour laquelle d'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés avec la participation de 5 wilayas limitrophes. 5 communes du grand projet urbain d'Oran sont concernées par cette campagne de nettoiement. D'importants moyens humains et matériels ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette opération à laquelle participent les wilayas de Mostaganem, Maskara, Ain Timouchent, Relizane et Sidi Bel Abbès. La wilaya de Maskara a envoyé 300 engins, plus de 20 bulldozers et environ 100 ouvriers. Une vaste opération de nettoiement qui a concerné également les grandes places et les quartiers de la ville d'Oran. Les agents de nettoyage travaillent au quotidien pour assurer la propreté de notre ville. On tient d'ailleurs à les remercier. Nous tenons à nettoyer la ville d'Oran et lui donner un nouveau visage. Nous espérons que les citoyens prennent conscience de l'importance de la préservation de l'environnement. Les autorités qui ont donné le coup d'envoi de cette opération de nettoiement ont souligné qu'il s'agit d'un premier pas en matière d'aménagement et de réhabilitation. Un projet pour lequel une enveloppe de 150 millions de dinars a été allouée. كانت فيه زيارة نتاع وفد وزاري نهاية الأسبوع الماضي وين تقرر بعث حملة نتاع تنظيف على مستوى الولاية.
La fin de la semaine passée, il y a eu une visite d'une délégation ministérielle à Oran. C'est là qu'a été décidé le lancement d'une campagne de nettoyage au niveau de notre wilaya, ce qui permettra de mettre fin aux points noirs. Il faut savoir que nous avons recensé 16 points noirs au niveau de toute la wilaya d'Oran, dont des déchets solides et des déchets ménagers au niveau des communes de Birdjir, Sidi Chahmi et Oran. 5 wilayas participent à cette campagne dans laquelle nous avons mobilisé plus de 450 ouvriers et un important matériel. Cette campagne se poursuivra jusqu'à jeudi prochain pour le ramassage des déchets ménagers et inertes. L'opération d'évaluation aura lieu au dernier jour pour décider si les 4 jours ont été suffisants ou s'il faudrait renouveler l'expérience. Dans le cadre du développement des cultures stratégiques, une expérience pilote a été lancée dans la wilaya de Tissemsilt. Il s'agit de la culture du colza. Les agriculteurs de la région ont bénéficié d'un accompagnement technique, mais également de facilitation administrative. Les détails avec Yanis Aït Belkacem. La culture du colza sur une superficie de 207 hectares, une première dans la wilaya de Tissemsilt, une expérience qui a vu l'adhésion de plusieurs dizaines d'agriculteurs de la région. La culture du colza a porté ses fruits dans plusieurs wilayas. Je me suis dit, pourquoi ne pas tenter l'expérience et le cultiver ici? Nous avons tracé un objectif, celui de planter le colza sur une exploitation de 200 hectares. Mais à cause de la sécheresse, nous n'avons exploité que la moitié des parcelles. Nous avons voulu tenter cette expérience pour réduire un tant soit peu les importations de l'huile de colza. Cette expérience pilote entre dans le cadre du programme national de la culture du colza, tracé par le ministère de tutelle, qui devrait toucher à terme plusieurs milliers d'hectares de terres arables, avec plus de 40 agriculteurs qui y ont adhéré. Nous avons mis à la disposition des agriculteurs toutes les facilitations nécessaires pour les accompagner, par exemple le forage de pluie, les facilitations administratives, et il y a également d'autres activités en cours. Les services agricoles de Tissemsilt, de concert avec la Chambre d'agriculture de la wilaya, parient sur la réussite de cette expérience pour lancer une nouvelle expérience durant la saison agricole 2021-2022, celle de la culture de la betterave sucrière, les plantes aromatiques et ce dans le sillage de la politique visant la diversification des produits agricoles. Et puis cette bonne nouvelle qui concerne le transport aérien. Les billets depuis et vers le sud de l'Algérie vont connaître une baisse importante. Le ministère des Transports a annoncé l'exonération des billets du transport aérien des voyageurs en provenance ou à destination de 10 aéroports du Grand Sud de TVA. La taxe sur la valeur ajoutée, cette mesure concerne les vols et vers les aéroports d'Adrar, Borj-Beji, Mokhtar, Janet, Ilizine, Gzam, Salah, Tamanrasset, Timimoun, Tindouf et Inamena. Cette mesure devra être élargie aux aéroports des autres wilayas du Sud et ce, dans le cadre du projet de loi de finances complémentaire 2022. Le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger a salué le lancement du forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui, l'initiative portée par un nombre d'ambassadeurs accrédités en Algérie, réitérant à l'occasion la position constante de l'Algérie en soutien à la cause sahraoui en tant que question de décolonisation. Plusieurs ambassadeurs accrédités en Algérie, représentant différentes régions du monde, ont procédé avec l'accompagnement du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger au lancement de l'initiative du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui, a déclaré à l'APS l'envoyé spécial chargé de la cause du Sahara occidental et des pays du Maghreb. Amar Belani. Ouverture donc cette semaine du Forum diplomatique de solidarité avec le peuple sahraoui. Il s'agit d'une rencontre diplomatique autour de la question sahraoui, une rencontre d'évaluation en présence des ambassadeurs du Sahara occidental et de l'Afrique du Sud a eu lieu hier. Nesrine Ben Saidi y était. C'est dans un contexte de solidarité que s'est tenu ce forum, une initiative à laquelle 13 ambassadeurs accrédités en Algérie ont pris part, infligeant ainsi un énième revers au Merzen suite à ces tentatives d'écarter la question sahraoui des travaux du sommet Union africaine-Union européenne. Ce forum vient consolider les dernières décisions du 35e sommet de l'UA en faveur de la cause sahraoui. L'ambassadeur du Sahara occidental n'a pas manqué de valoriser cette initiative qui a constitué une occasion de mettre au premier plan les derniers développements de la situation sahraoui.
Pour le Sahara occidental, ce forum était une occasion pour évaluer la situation du Sahara occidental et les derniers développements enregistrés. Le peuple sahraoui a de grands défis à relever. Nous remercions tous les participants à ce forum et notamment le ministère des Affaires étrangères algérien qui est toujours présent pour soutenir les Sahraouis. L'Afrique du Sud, pleinement impliquée dans cette démarche importante, assure que le soutien au peuple sahraoui ne faiblira pas. Les participants à la réunion du forum ont mis l'accent sur l'importance de la solidarité avec le peuple sahraoui et les défis et obstacles auxquels il fait face, en vue d'exercer son droit à l'autodétermination. Conformément à la légalité internationale, la position de la République d'Afrique du Sud est claire. Nous poursuivrons notre soutien au peuple sahraoui. Le président du comité algérien de solidarité avec le peuple sahraoui a quant à lui mis en avant le rôle de la société civile dans le soutien à la lutte du peuple sahraoui en faveur de la décolonisation au Sahara occidental. Je réitère la position de l'Algérie en faveur de la cause du peuple sahraoui qui repose sur la légalité internationale et la fidélité aux principes de la glorieuse révolution du 1er novembre. Je valorise le rôle des médias dans la lutte contre la propagande marocaine insidieuse et la sensibilisation à la justice de la cause sahraoui à l'échelle internationale. Les participants au forum ont par ailleurs appelé l'Organisation des Nations Unies à accélérer le processus de décolonisation du Sahara occidental, dernière colonie en Afrique. Et justement, la situation ne cesse de s'aggraver dans les territoires sahraouis occupés, notamment après l'assassinat du citoyen sahraoui Lahbib Greichi à Dakhla. Hier encore, les forces d'occupation marocaines ont dispersé brutalement des centaines de Sahraouis qui ont organisé tard dans la nuit une manifestation pacifique pour dénoncer les violations des droits de l'homme commises par le régime du Makhzen à l'encontre du peuple sahraoui. Raouf Hamouch. Violence, répression et intimidation sont devenus le pain quotidien des habitants de Dakhla. Hier encore, les forces d'occupation marocaines ont dispersé brutalement des centaines de Sahraouis qui ont organisé tard dans la nuit une manifestation pacifique pour dénoncer les violations des droits de l'homme commises par le régime du Makhzen à l'encontre du peuple sahraoui, ainsi que les politiques d'occupation dans la région. La situation ne cesse de s'aggraver dans les territoires sahraouis occupés, notamment après l'assassinat du citoyen sahraoui Lahbib Greichi à Dakhla. Femmes, hommes et enfants étaient nombreux à s'être rassemblés hier dans la ville occupée de Dakhla, demandant à ce que justice soit faite pour cet homme porté disparu depuis le 7 février dernier et retrouvé mort une dizaine de jours plus tard. Les Sahraouis condamnent ces exactions répétitives du Makhzen, réclamant ainsi que les responsables de ce crime soient poursuivis en justice. Face à cette énième répression marocaine, des ONG internationales ne cessent de tirer la sonnette d'alarme et d'alerter l'opinion publique internationale sur les crimes odieux commis par le régime expansionniste marocain au Sahara occidental occupé. Retour en Algérie à la veille de la célébration de la journée nationale de la Casbah d'Alger. On vous fait visiter ce matin l'atelier de Saïd, maître d'inandier, l'un des plus anciens de la Casbah d'Alger depuis plus de 40 ans. Il travaille et martèle le cuivre. Il s'efforce surtout de sauvegarder ce métier. Son portrait avec Sabrina Khlifi. Dans les dédales de la Casbah millénaire, nous avons rencontré Saïd Adman, maître d'inandier. Dès le jeune âge, il a adopté ce métier pour lequel il se voue corps et âme. Il a 13 ans, en 1970, quand son père décide de le confier à une de ses connaissances. Dans cette boutique, vous voyez ici, j'ai 40 ans ici. J'ai commencé le métier à l'âge de 13 ans. Baba Araf Wahd l'insan, c'est un Tunisien, c'est un ami de lui. Il m'a rentré, à petit, j'ai signé un contrat de 4 ans. Durant 4 années, il sera soumis aux épreuves de celui qui lui apprendra
l'art de sculpter toutes sortes d'objets en cuivre. Voulant parfaire ses connaissances, il sera l'élève de pas moins de 13 maîtres connus à travers le territoire national. Le métier, il est très grand pour prendre des choses incroyables. La première des choses, il faut commencer sur le tour. La première opération, tu as vu comment se passe-t-il la pièce. On doit monter, après on doit mettre sur le ciselage, après c'est la soudure et c'est la finition sur le polissage. Entre ses mains, le métal n'a qu'obéissance. Il se transforme en tabsi achawet, sniwa flouka, sinia, roudaya, fenous, théière, cafetière et beaucoup de choses encore. Les amateurs de la dinanderie sont de plus en plus nombreux aujourd'hui. Hélas, Saïd manque d'espace pour les prendre en charge afin d'assurer la relève. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Larivi. Excellente suite de programmes sur Canal Algérie.